Donc ça, c'est un instrument pour chasser les tiques. Donc on traîne ça sur le sol. Et si c'est un sol qui est assez sec, en fait, on retourne le drap et les seules choses qui se sont vraiment accrochées, ce sont les toutes petites tiques. Et donc c'est vraiment comme ça que font les chercheurs partout dans le monde. Ils passent et hop, ils retournent, ils prennent les petites tiques qui sont sur le drap. Et c'est comme ça que j'ai capturé toutes celles qui sont dans les pots là-bas. Voilà. Bien sûr, ça ce n'est qu'un inventaire de ce qui existe. Parce que moi, en fait, c'est pas mon travail de capturer des tiques partout en Belgique, et donc je ne suis pas financée, c'est comme le professeur Perron, je suis gratuite. Mais donc, en fait, vous voyez par exemple qu'en Ardennes, sur ma carte, il n'y a pas tellement de tiques. Mais c'est parce que personne n'a été en chercher là, donc moi, je n'ai pas de données à mettre sur la carte. Ce que ça donne comme information, c'est qu'il y a des tiques partout. Alors après, la quantité, l'abondance, ça... Quand on en a trouvé 1000, il y en avait beaucoup. Quand on n'en a pas trouvé, c'est peut-être qu'on n'a pas été en chercher. Alors, la deuxième chose importante par rapport aux tiques, c'est qu'en fait, pour moi, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de tiques qu'avant. Vous pouvez demander, par exemple, à votre papa s'il était scout il y a une trentaine d'années. En fait, les scouts ne se faisaient pratiquement jamais mordre. Maintenant, les scouts sont mangés par les tiques à chaque camp. Donc, en fait, il y a une augmentation du nombre de tiques dans la nature. Ils ont été présents chez nous depuis toujours, ça on en a toujours eu, ça c'est vrai, on en trouve sur son chat, sur son chien. Mais vraiment aussi c'est documenté même aux Pays-Bas. Ils ont documenté qu'en 2013, ils avaient 64% de plus de tiques que dans les 5 dernières années. Et encore, dans ces années-là, il y avait déjà eu une augmentation. Donc vraiment, il y a une explosion du nombre de tiques. En Belgique, c'est identifié par les professionnels de la nature et la population. Mais forcément, comme on ne fait aucun monitoring des tiques pour le moment, il n'y a pas de données scientifiques. Donc c'est toujours vers ça qu'on retourne. Et donc moi, ce que je propose, en fait, je demande aux personnes quand ils ont pu identifier le début de cette augmentation. Et donc dans l'enquête, les gens me disent que c'est autour de 1990 que vraiment ils ont vu les premières grosses augmentations dans certaines localités. Mais dans d'autres localités, c'est par exemple en 2013. Donc pour moi, c'est un processus qui est encore en train de se développer. Et donc l'idée, c'est que non seulement il y a une augmentation du nombre de tiques, mais en plus, il y a une augmentation du nombre de localisations où les tiques sont abondantes. C'est-à-dire des endroits où il n'y en avait presque pas avant. Maintenant, on commence à en avoir tout plein. Et il faut savoir qu'en Hollande, où ils surveillent ça depuis longtemps, les gens ne se roulent plus dans l'herbe, quoi. Donc pour eux, voilà, il y a des tiques partout. C'est pas que dans les forêts, quoi. Et donc, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était en train d'arriver chez nous. Le risque d'être mordu, forcément, dépend de l'abondance du nombre de tiques, puisqu'on sait qu'il y en a de toute façon déjà un peu partout. C'est vraiment l'abondance qu'il faut essayer d'analyser. Alors, pourquoi cette augmentation ? En fait, il n'y a rien de certain. Il y a plusieurs pistes. Souvent, on dit le réchauffement climatique, mais bon, voilà, c'est une des pistes seulement. Les changements de type de végétation, c'est aussi une piste. Ou alors une espèce de tique des tiques sélectionnées qui sont devenus plus performants ou plus tolérants à certains milieux. Ou alors l'autre idée, c'est une augmentation, vraiment ça c'est prouvé qu'il y a une augmentation très très forte des cervidés et des sangliers dans notre pays, mais un peu partout en Europe. Et donc ces animaux peuvent porter jusque 100 tiques adultes qui... Voilà, s'ils se secouent dans votre jardin, vous allez avoir des tiques adultes qui vont faire des œufs, des larves, et ça peut vraiment infester des zones, quoi, le fait d'avoir des cervidés. L'autre idée, c'est un déséquilibre entre les espèces, donc moins de prédateurs, plus d'hôtes, etc. Donc quelque chose qui est assez local, ou une espèce plus invasive d'hôtes qui est moins résistante aux tiques. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée, mais là, je n'ai pas de réponse et en Belgique, personne n'étudie ce problème. De par l'enquête publique, en fait, moi, j'essaie de faire une cartographie pour essayer d'identifier les zones où on a le plus de chances d'être mordu, en demandant aux personnes quelles sont les zones, où sont les zones de grande abondance pour elles, et en cartographiant aussi les localisations de morsures des différentes personnes. Donc cette carte est déjà disponible sur Internet, elle est forcément incomplète,
mais je crois qu'en fait elle permet de donner une information qu'on n'a pas autrement. Voilà, c'est une première information. Voilà, donc ça c'était pour les tiques. Maintenant, si j'en viens aux pathogènes. Donc les pathogènes trouvés en Belgique, il n'y a pas d'études systématiques, mais il y a une étude qui a été faite sur les chiens et les chats en 2013, qui a trouvé donc la maladie de Lyme, l'anaplasmose et les rickettsie, qui sont pathogènes pour l'homme dans tout le pays. Et aussi la babésiose, mais ça c'est plus localisé. On a trouvé aussi 6 à 7 espèces de borréliose en Belgique, tout en sachant que les tests chez nous en testent 2 à 5, on détecte 2 à 5 selon le laboratoire. Donc voilà, il y a toujours moyen d'avoir un test négatif, c'est facile. Mais comme il n'y avait pas d'informations en Belgique, donc ça je vous en ai déjà parlé, j'ai regardé ce qui se passait un petit peu autour dans notre vecteur principal, et donc là on peut retrouver jusqu'à 45 espèces pathogènes qui ne sont pour la plupart même pas analysées chez nous, et on trouve aussi Borrelia miyamotoi à la frontière, donc en France et aux Pays-Bas. Mais chez nous on n'a pas regardé, donc on n'en a toujours pas. Voilà. Non. Voilà, alors comme moi, l'idée c'est aussi que, pour mon idée, c'est aussi qu'il faut employer ces nouvelles techniques moléculaires dans lesquelles en fait on fait un broyat de tiques et on cherche en fait tous les types d'ADN qui existent, qui sont dans cette tique, et on essaye de les raccrocher à différentes espèces, et c'est comme ça qu'on pourra avoir une étude plus systématique de qu'est-ce qui se trouve dans nos tiques. Voilà, donc ça c'est la carte de distribution des pathogènes en Belgique. Je ne sais pas si c'est fort clair pour vous. Donc vous avez la côte, les Ardennes. Et donc vous voyez en noir, c'est la borréliose. Donc vous voyez que la borréliose, il y en a partout. Parce que la personne à qui je parle, l'Institut de santé publique, me disait qu'il n'y en avait que dans les Ardennes. Et donc là, voilà, maintenant il y a une preuve qu'il y en a partout. Alors par rapport à l'anaplasmose qui est en vert, vous voyez qu'il y en a partout aussi. Ça cause des cas humains aussi. Après, vous avez les rickettsie qui causent aussi des cas humains et qui sont en bleu. Là, vous en avez partout aussi. Donc, pour moi, ces 3 maladies sont vraiment omniprésentes sur notre territoire. Il y a juste la babésiose, en fait, qui est plus centrée sur cette région-ci. Donc, c'est-à-dire entre Rochefort et la frontière allemande. Il y a depuis très longtemps, au sein des vétérinaires, les vétérinaires sont très au courant qu'en fait, dans cette zone-là, il y a des problèmes de babésiose, et donc ils ont des pertes dans les troupeaux, donc beaucoup de pertes à cause de la babésiose dans ces régions-là. Voilà. Alors, une fois qu'on sait plus ou moins qu'est-ce qui existe et où ça peut se trouver, je crois que c'est important de regarder un peu aussi l'abondance de la maladie de Lyme. Donc ici, maintenant, je parle de la maladie de Lyme, parce que je n'ai pas de chiffres du tout pour les autres maladies, à part leur présence. Et donc, on dit toujours qu'il y a 10% des tiques qui sont infectées en Belgique. Et donc, vous voyez en vert les zones où il y a moins de 5% de tiques infectées. Vous voyez en jaune les zones où il y a juste que 10%. Mais il faut savoir que localement, donc en bleu et même en rouge, on peut aller jusqu'à 45% de tiques infectées. Et donc pour moi, ce chiffre de 10%, bon voilà, c'est intéressant juste comme ça, mais d'un point de vue prévention et santé publique, il serait intéressant de faire une étude aussi systématique de ça, pour savoir quelles sont les zones où vraiment les tiques sont plus infectées. Vous voyez ici en rouge que ces 2 endroits, c'était 45% des tiques qui étaient infectées et 50% dans un des 2. Alors ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les carrés ici représentent des tiques infectées qui ont été collectées sur des mésanges. Et donc dans ces zones-là, il y avait 30% de tiques qui ne mordent que les mésanges. Donc c'est des tiques qui ne mordent que les oiseaux, pardon. Ce sont des tiques qui ne mordent que les oiseaux. Et donc ça veut dire que dans les oiseaux, ou dans les tiques qui mordent les oiseaux, il y a vraiment une grande circulation de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est partout. Elle n'est pas que, c'est pas un problème juste pour nous. C'est aussi dans les oiseaux, dans les hérissons, voilà, c'est partout. Donc on ne va pas s'en débarrasser facilement.
Alors il y a aussi une diversité des espèces de borréliose que j'ai essayé de cartographier, mais là j'ai pas beaucoup d'informations. C'est assez intéressant de faire ça parce que les symptômes sont différents selon les espèces de borréliose. Et voilà, donc ça c'est juste ce que j'ai comme information. Il se passe juste qu'en fait ici par exemple, vous avez des endroits autour de Viroinval et ces coins-là où vous avez énormément d'espèces différentes de borréliose, plus l'anaplasmose, les babésioses et énormément de tiques. Donc ça c'est un endroit par exemple qui est un hotspot. Et il y en a d'autres, je veux dire, ici au nord d'Anvers, il y a beaucoup d'espèces différentes et il y a beaucoup de pathogènes aussi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, peut-être que c'est comme ça partout, mais au moins dans ces endroits-là, on sait que c'est comme ça. Alors c'est ce que je disais, les pathogènes sont partout autour de nous dans la nature, donc dans les tiques, 11 des 14 tiques de Belgique ont des borrélies. Mais bon, ils ne nous mordent pas tous, donc on ne les considère pas comme un danger humain, mais ça veut dire qu'ils font circuler en fait ces borrélies, donc la maladie de Lyme, dans les différentes espèces. Alors les oiseaux, on a dit 30% infectés. Alors récemment, ici, une publication que j'essaie de faire avec l'Arcia, donc les éleveurs bovins wallons, ils ont fait une analyse où ils ont trouvé 30% des vaches wallonnes positives à la borréliose. C'était analysé sur 1000 vaches qui étaient prises de l'ensemble du territoire, et donc la carte montre que c'était partout en Wallonie. On ne sait pas en Flandre parce que personne n'a étudié ça en Flandre pour le moment. Donc voilà. Alors l'anaplasmose par contre a été étudiée en Flandre et c'est une cause d'avortement chez les vaches. Et donc ça vraiment les vétérinaires font attention à ça. Et alors la babésiose qui donne aussi des mortalités chez les vaches autour de Rochefort. Parfois les informations sont plus précises au niveau vétérinaire, je crois qu'auprès des médecins. Voilà. Alors les autres animaux dans lesquels on a trouvé des borrélies, on le trouve dans beaucoup d'animaux. Ceux-là, c'est ceux pour lesquels j'ai une référence en Belgique. Donc voilà, je vous donne celle-là pour la Belgique. C'est les lapins, les écureuils, les chiens, les chevaux, les hérissons, les merles, les mésanges et aussi les rouges-gorges, les vaches. Enfin, je veux dire, voilà, la borréliose, elle est là, on le sait. Alors il y a des espèces qui sont intéressantes parce qu'elles influencent la présence de tiques ou de borréliose. Mais ça non plus, c'est pas très très bien recherché, mais ça pourrait être une piste intéressante. C'est-à-dire que les lézards semblent réduire la quantité de borréliose dans les tiques qui les mordent. Les lapins semblent réduire le nombre d'œufs que peut faire une tique qui les mord. Donc voilà, il y a des espèces finalement qui pourraient nous aider. C'est pour ça qu'il y a une idée derrière tout ça qui pourrait être un déséquilibre entre les espèces, trop de rongeurs ou plus assez de lapins, enfin, il pourrait avoir une explication assez complexe mais écologique du problème de l'abondance de toutes ces choses. Voilà. Alors la prochaine étape, chose dont je voulais vous parler, c'est le contact entre les hommes et les femmes, enfin les humains et les vecteurs. Une petite information sur le cycle de vie de Ixodes ricinus. Donc vous voyez ici les larves, elles sont toutes petites. Je vous ai mis une main, je ne sais pas si vous voyez bien la main. Et donc les larves sont toutes petites, elles ont 6 pattes. Elles mangent, à chaque stade, la tique mange normalement une fois. Elle mange sur un hôte et puis tombe de son hôte et prend une certaine période pour se changer en nymphe. Souvent, elles sont peu infectées, les larves, parce qu'elles n'ont que les pathogènes qu'elles ont reçus de l'adulte, enfin de leur mère, disons. On sait qu'elles ne sont infectées, par exemple, que par 4% par la borréliose. Mais ça peut être plus pour d'autres espèces de tiques. Voilà. Alors après, vous avez les nymphes qui sont toutes petites, mais qui, elles, ont beaucoup de pathogènes parce qu'elles ont déjà mordu avant un oiseau ou un rongeur. Et donc, elles vous transmettent ces maladies. Et puis après, vous avez les troisièmes qui sont les adultes, qui sont beaucoup plus gros et qui portent encore beaucoup plus de pathogènes. Elles prennent alors du sang, ces adultes femelles, pour faire des œufs et le cycle est bouclé. Les plus dangereuses sont forcément les nymphes parce qu'elles sont toutes petites et infectées. Et donc on a du mal à les voir finalement. Alors que les adultes, on les voit quand même plus facilement.
Voilà. Alors le principal problème d'un point de vue santé publique aussi, c'est que quand on dit aux personnes « faites attention aux tiques », tout le monde a déjà vu une tique, comme vous en voyez une ici, sur son chien, sur son chat. On se dit « mais si je suis mordu par une tique, je le verrai bien, c'est quand même quelque chose de gros ». Vous voyez par contre qu'en fait, les tiques peuvent être toutes petites, et ce sont ces toutes petites nymphes qui sont vraiment un danger. Alors à ce sujet, j'ai posé des questions dans mon enquête publique. Et donc en fait, les personnes qui m'ont répondu ont été mordues de 1 à 750 fois depuis leur naissance. Donc il faut savoir qu'il y a des gens comme les forestiers qui sont mordus 100 fois par an. Pour eux, c'est vraiment très fort. Et voilà, donc... oui, voilà. Et alors 37% des personnes ne savent pas que les tiques se déplacent sur le corps et sur les vêtements. Et donc en fait les gens vont dans les bois et après ils ne vérifient que les parties qui ont été exposées. Or les tiques montent sur vous et elles cherchent un endroit plutôt chaud et humide pour aller mordre, et donc elles vont essayer de monter. Bien sûr, si elles sont coincées par un vêtement, elles vous mordront, elles peuvent aussi vous mordre directement, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait les gens, quand ils rentrent de forêt, doivent alors se vérifier complètement, et la plupart 37% des gens ne le font pas. Et donc ça, c'est tous des gens qui sont mordus sans le savoir. Et c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Alors les tiques mordent partout. Et donc j'ai demandé aux gens sur quelle localisation ils faisaient mordre. Et 38% des tiques sont mordent dans des endroits difficiles à vérifier. C'est-à-dire qu'ils mordent dans les cheveux. Voilà, si vous avez une tique dans les cheveux, je ne sais pas comment vous arrivez à la voir. À l'arrière du cou, le dos. Pour les célibataires, c'est pas pratique. Entre les fesses, voilà, sur les parties génitales, dans le nombril ou à l'arrière des genoux. Et ça, je veux dire, toutes ces localisations sur le corps, ça fait 38%. Donc ça fait quand même beaucoup de morsures qui passent facilement inaperçues. 32% des gens aussi sont mordus dans leur jardin. Donc ça veut dire que c'est un problème de tous les jours. Ils ne peuvent pas se vérifier chaque fois qu'ils rentrent du jardin. Et alors il y a pas mal d'enfants qui sont mordus dans les écoles. Dans la cour de l'école, voilà, et ça c'est aussi des choses pour lesquelles on peut faire quelque chose. Dans mon enquête aussi, 5,6% des gens, sur 1264 réponses, là, ont attribué leur morsure à un insecte indéterminé, des temps, ou bien ils ont reçu la maladie de Lyme de la mère à l'enfant, c'est 12 cas, 5 par les moustiques, 4 par les puces, 2 par les aoutas, 2 par les transfusions sanguines, 1 par une araignée et 1 par transmission sexuelle. Bien sûr, ça, ce sont les gens qui donnent leur point de vue. Il y a des choses qui sont vraies ou pas vraies dedans, quoi. Mais par contre, en Belgique, il y a 2 cas qui sont répertoriés dans la littérature de personnes qui ont attrapé la maladie de Lyme par une morsure de taon. C'était des personnes qui travaillaient à côté de chevaux infectés par la maladie de Lyme. Voilà. Ouais, c'est ça que je disais. Voilà, donc ça c'était pour le contact humain. Alors maintenant, les cas de maladie en Belgique. Là, pour trouver de l'information, c'était assez difficile. Et donc, je vous prends l'exemple pour la borréliose pour l'année 2010. Une source très intéressante d'information, c'est l'INAMI, donc RISIV en néerlandais, qui... oui, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, qui a en fait 229 250 tests effectués en 2010. Et donc, comme les gens souvent reçoivent, on demande 2 tests à la fois, disons que ça fait plus que 100 000 tests par an pour la maladie de Lyme. Il y a eu une étude qui a été faite où on a demandé aux médecins combien de personnes avec un érythème migrant ils avaient vu dans l'année 2010. Et là, la réponse, c'était 10 000 personnes. Comme 63% des gens ont un érythème migrant quand ils ont la maladie de Lyme dans notre pays, ça fait 15 000 cas. Et les autres informations, qui sont les informations qui sont employées officiellement, c'est le réseau Vigie qui donne 1000 cas et les laboratoires de référence qui donnent 500 cas. Et je vais vous expliquer un petit peu d'où viennent ces différences par après. Donc ça, c'est la borréliose. Je voulais juste vous dire un mot sur l'anaplasmose. Là, il y a 2 études très intéressantes qui ont été faites qui montrent que 7,4% des gens qui ont la borréliose ont aussi l'anaplasmose en Belgique.
15% des patients qui n'ont pas la borréliose mais qui ont des symptômes ont l'anaplasmose. Voilà, mais pour l'anaplasmose, il n'y a que 300 tests demandés par an en Belgique parce que les médecins ne savent pas qu'il y a l'anaplasmose. Donc ils ne vont pas poser la question. Les autres, pour les rickettsi, qui sont, comme on l'a vu, présents dans toute la Belgique, le laboratoire de référence des rickettsi que j'ai interrogé, ils n'ont eu que 10 tests l'année passée demandés par des médecins. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une de ces maladies, on ne va pas faire de demande pour ce test. La babésio, je n'ai pas trouvé d'informations. Si vous en avez, vous pouvez m'en donner. Voilà. Alors, la borréliose, d'abord parlons un peu des Pays-Bas, où ils ont 22 000 cas. En fait, pourquoi ça se passe bien aux Pays-Bas? Donc, en fait, ils ont des associations qui, depuis longtemps, ont alerté le gouvernement. Chez nous, nous avons une association de malades depuis peu. Donc, voilà. Et alors, ils ont un site web depuis au moins une dizaine d'années qui enregistre les morsures de tiques et les érythèmes migrants. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'on s'est rendu compte que les gens se faisaient mordre de plus en plus, dans les jardins, etc. Comme chez nous, on n'avait aucune information, voilà, chez nous, il n'y a pas de problème. Ils font aussi une analyse régulière du nombre d'érythèmes migrants, tous les 4 ans. Et là, il y a 8000 docteurs qui répondent à ce questionnaire. Et puis, ils ont aussi un service gouvernemental maintenant qui est dédié aux maladies à vecteurs, c'est-à-dire qu'on y retrouve en fait des médecins et des écologistes, c'est-à-dire des gens qui savent analyser le point de vue TIC, écologie, voilà, et l'autre partie, quoi. Voilà. Alors, ce qu'ils ont remarqué, c'est que vous voyez ici la courbe qui monte depuis 1994. Ils ont non seulement une augmentation du nombre de tiques, mais aussi une augmentation du nombre de morsures et une augmentation du nombre d'érythèmes. Les mesures de prévention qu'ils employaient pour l'instant, qui étaient comme chez nous, enlever rapidement les tiques de la peau, ça n'arrive pas à empêcher l'augmentation du nombre de cas. C'est même pas que ça ne diminue pas, ça n'arrive pas à empêcher l'augmentation. À tel point que maintenant, ils ont en fait d'autres pistes de recherche, dont essayer de traiter toutes les morsures de tiques par un jour d'antibiotiques. Ou voilà, ils cherchent des pistes. Ils essayent de diminuer aussi le nombre de tiques dans la nature. Voilà, ils cherchent. Voilà. Alors pour la Belgique, par contre, pour moi, le monitoring pour l'instant est inadéquat et donc on n'a aucune donnée. C'est-à-dire que si vous regardez les chiffres officiels, on vous dira qu'il y a en fait 2 systèmes de surveillance. Le premier, c'est les laboratoires de référence, qui sont le laboratoire de l'UCL et de la KUL, qui donc reçoivent des demandes d'autres laboratoires pour des tests de deuxième ligne, etc. Et vous avez l'autre groupe, c'est les laboratoires Vigie. Et là, ce sont en fait des laboratoires qui, sur base volontaire, envoient leurs tests positifs de deuxième ligne. La première chose qui frappe, surtout moi qui aime bien faire des cartes, c'est qu'on se base sur des données qui, déjà, visuellement, on voit bien que ça ne colle pas du tout entre les deux groupes, quoi. Donc, bon, maintenant, à l'Institut de santé publique, ils se sont concentrés sur les labos Vigie. Ils se sont rendus compte, en discutant avec eux, que les laboratoires de référence, ben voilà, ça ne représente rien, en fait. Et donc, si on se concentre sur les laboratoires Vigie, qui donnent 1 millier de cas par an, on se rend compte qu'en fait, la plupart des cas ne sont pas comptabilisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, on a vu qu'il y avait des espèces de borréliose de Lyme qui n'étaient pas prises en compte par les tests des laboratoires. Et ça c'est véridique. Et donc j'en ai déjà discuté avec les gens de l'UCL, puisque moi je travaille gratuitement à l'UCL. Et donc voilà, ils me disent oui, mais les espèces qui ne sont pas détectées par nos tests, si ça tombe, elles sont pas, il n'y en a pas beaucoup, elles ne sont pas abondantes. Mais personne ne regarde, donc voilà, on ne sait pas finalement. Alors aussi, en fait, on ne prend que les tests positifs de deuxième ligne. C'est-à-dire que les médecins qui se rendent compte qu'une personne a peut-être la maladie Lyme vont faire un test. S'il est positif, en général, en Belgique, le médecin va soigner la personne et ne va pas demander un deuxième test, le test de confirmation. Et donc, ça veut dire que tous les patients qui ont eu un test positif de première ligne, mais pas
pour lesquels on n'a pas demandé la deuxième ligne ne sont pas comptabilisés. En plus, seulement une partie des laboratoires donnent l'information. Et donc, par les données de l'INAMI, j'ai pu vérifier qu'à Liège, il y avait 2 gros laboratoires qui faisaient énormément de tests de deuxième ligne, et ils n'envoient aucune information à l'Institut de santé publique. Voilà, parce que c'est sur base volontaire et ils ne l'envoient pas. Mais ce qui ne va pas, c'est que dans la carte et dans la comptabilisation des cas, vous voyez que c'est 0 et ce n'est pas nos data. Normalement, quand il n'y a pas de données, on ne met pas de données. On essaie de comptabiliser à quoi ça correspond. Mais là, c'est 0. Et donc, vous comprenez qu'on rate quand même beaucoup de cas comme ça aussi. Puis la dernière chose, c'est le problème des érythèmes migrants, c'est-à-dire qu'en Belgique, la plupart des docteurs testent les personnes qui ont un érythème migrant, et ces tests reviennent en général négatifs, parce que c'est un stade où je crois que c'est négatif à ce stade-là. Donc voilà. Ma conclusion, c'est que la plupart des cas ne sont pas comptés. Et donc, pour avoir une information, c'est assez difficile, puisque ça, c'est la version officielle. Par contre, l'Institut de santé publique aussi a fait une fois le même exercice qui se fait aux Pays-Bas. Donc, le comptage des érythèmes migrants chez les médecins. Et là, ils sont arrivés à 90 pour 100 000, ce qui fait en fait beaucoup de cas. Et ça, c'est une moyenne pour toute la Belgique. Et donc, vous voyez ces données ici cartographiées. C'est chaque fois la même donnée en bas, c'est la Belgique. On n'a qu'une donnée, c'est en 2009. Mais donc, cette étude nous montre 10 000 cas d'érythème migrants. Si on a 63% des gens seulement qui ont un érythème en Belgique, ça nous fait 15 000 cas. Donc, pour moi, le seul chiffre officiel qu'on a, c'est en 2009, on avait 15 000 cas. Voilà. Alors, vous pouvez voir en fait que un bon monitoring pourrait nous aider à voir et que nous, on ne voit pas. C'est-à-dire que vous voyez ce qui s'est passé en Hollande. En 1994, ils avaient des cas de maladie de Lyme là, et ça s'est étendu vraiment très très fort, avec une impression que ça vient plutôt de l'Est, en fait. Nous, on ne voit rien puisqu'on n'a qu'une donnée. Donc vous voyez bien qu'en dessous, c'est 2009, c'est toujours la même donnée pour la Belgique, et au-dessus, c'est les données pour la Hollande qui évoluent de 1994 à 2009. Donc il y a d'abord ça. Vous voyez qu'autour d'Anvers, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de maladies dans nos tiques, il y a eu quelque chose qui s'est passé à la frontière, mais nous, on ne s'en est pas du tout occupé, puisqu'on ne le sait pas du tout. Et alors vous voyez que les zones où il n'y avait pas non plus de maladie de Lyme aux Pays-Bas, c'est aussi des zones qui ressemblent à notre côte à nous. Vous voyez qu'en fait, même dans ces zones-là, ils ont commencé à en avoir tout plein aussi. Et donc voilà, il n'y a pas d'autres informations sur la maladie de Lyme en Belgique. C'est les cartes qu'on a, quoi. C'est juste ces données-là, quoi. Ici, moi, j'ai cartographié le nombre de tests demandés et remboursés par l'INAMI. Et voilà, c'est la seule donnée que j'ai qui évolue dans le temps. C'était en 2006 le nombre de tests ELISA demandés, et en 2009 le nombre de tests ELISA. On voit que ça augmente aussi un petit peu par là, mais bon, c'est difficile de justifier ça scientifiquement, mais bon, on n'a pas d'autres informations. Voilà, donc 15 000 cas, je vous propose. Alors, la dernière partie, qui est plus médicale, et donc pour laquelle moi je vous fournis des statistiques, voilà, je ne sais pas non plus trop l'interpréter, et ça je dois faire en collaboration avec un médecin. C'est parce qu'en fait, comme beaucoup de personnes me répondaient à mon enquête sur les morsures de tiques, je me suis dit, c'est l'occasion de clarifier d'autres choses, notamment les symptômes liés à la maladie de Lyme, puisqu'il y a des discussions assez âpres entre différents groupes de médecins, etc. Voilà, je me suis dit, je me mets au milieu, je prends la liste des symptômes de tout le monde, et je demande aux gens mordus par les tiques s'ils ont ces symptômes. Et alors, j'ai classifié les gens en personnes qui ont la maladie de Lyme, qui ont été diagnostiquées, et personnes qui n'ont pas été diagnostiquées. Donc je me retrouve avec 2 groupes à comparer. Bien sûr, dans mon enquête, je n'ai que des gens mordus par des tiques, donc c'est aussi quand même un groupe à risque. Donc c'est aussi imparfait. Et voilà. Donc comme les tests diagnostiques sont pour l'instant pas... on ne peut pas avoir confiance en eux, le diagnostic pour l'instant doit être basé sur les symptômes. Ça, c'est un peu l'idée générale. Et donc, mais comme les médecins ne sont pas d'accord, voilà. En fait, j'ai déjà dit tout ça.
Voilà. Et le problème aussi, c'est que pas mal des symptômes sont aspécifiques. C'est-à-dire que c'est fatigue, douleur au dos, mal de tête. Et donc, c'est difficile à interpréter. Et c'est pas parce qu'on a mal à la tête qu'on a la maladie de Lyme non plus. Voilà. Donc, c'était pour essayer de clarifier un petit peu tout ça. Alors, voilà. Donc, en fait, dans mon enquête, 39% des gens ont été diagnostiqués par la maladie de Lyme. Ça va trop vite. Donc 39% des personnes ont été diagnostiquées par la maladie de Lyme, pour la maladie de Lyme dans mon enquête. Et dans ces personnes diagnostiquées, 65% avaient un érythème migrant. Donc ça correspond à la seule publication belge sur le sujet qui disait qu'il y avait 63% des gens qui avaient un érythème. Ça nous laisse 37% des gens qui ont Lyme et qui n'ont jamais eu d'érythème. Alors voilà, ça c'est un peu ce que donnent mes symptômes. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait d'analyse, mais c'est des résultats qui sont disponibles sur le site de l'enquête, si vous voulez jeter un œil. Et donc c'est la liste des symptômes qui sont repris donc un petit peu partout. Et donc vous avez deux groupes. Vous avez ici les gens mordus par des tiques, mais qui n'ont pas eu un diagnostic de maladie de Lyme, dans lequel une partie ont sans doute Lyme, mais ne sont pas identifiées, et puis les personnes mordues qui ont été diagnostiquées par Lyme. Je vous les ai mis en suivant les fréquences, la fréquence de ces symptômes chez les personnes qui ont été diagnostiquées par la maladie de Lyme. Donc vous voyez que dans les personnes qui sont diagnostiquées Lyme, 65% avaient un érythème migrant. Dans ceux qui étaient diagnostiqués Lyme, 42% avaient la fatigue chronique, un problème de fatigue chronique, contre 13% dans l'autre groupe. C'est-à-dire que la fatigue chronique c'est pas parce qu'on a la fatigue chronique qu'on a Lyme, mais, enfin ça j'en sais rien, mais la différence est significative. Donc ça veut dire que c'est vraiment un symptôme important. Voilà, et donc ça continue avec le reste des problèmes de sommeil, les douleurs dans les articulations, etc. Et je crois qu'à partir de ces chiffres, on ne peut pas dire un symptôme est lié à ça ou je ne sais pas, mais en fait ça pourrait aider les personnes qui sont dans la recherche biomédicale et aussi les médecins à avoir une idée des probabilités liées à ces symptômes, quoi. Je crois qu'après ça peut aider à décider, ben voilà, pour ces quelques symptômes, vraiment il faudrait faire une recherche, etc., quoi. Voilà. Moi, je ne proposerai que des statistiques, puisque vous voyez qu'il y a toutes sortes de symptômes. Et par exemple, il y en a d'autres, il y a un symptôme intéressant qui est la douleur au pied le matin. Donc c'est celui-là. Vous voyez que c'est 13% des gens qui sont diagnostiqués par Lyme qui ont mal au pied le matin. Je veux dire, ce n'est pas un symptôme qui vraiment va embêter une personne, mais par contre, c'est 1% dans l'autre groupe. Donc, c'est-à-dire que même si ce n'est pas un symptôme important, ça peut être une indication pour un médecin. Je crois que ça peut aider. L'idée derrière ces symptômes aussi, c'est qu'en fait, ces symptômes sont liés aux espèces de borréliose qu'on a chez nous. C'est-à-dire que ici, en Belgique, on n'a sans doute pas la même quantité de chaque type de borréliose qu'aux États-Unis, que dans d'autres pays. Et donc, le fait de faire ça localement, je crois que ça peut aussi aider les médecins en Belgique, quoi. Voilà. Donc, vous avez toute la liste, vous pouvez aller voir sur Internet. Bien sûr, ces statistiques ne sont pas encore validées, elles évoluent. L'autre question qui est assez intéressante que je pose, c'est je demande aux personnes ce qu'ils ont eu comme mauvais diagnostic avant qu'on se rende compte qu'ils aient la maladie de Lyme. Et donc, oui, il y a des gens qui avaient des grandes listes. Et voilà, donc il y a 191 cas qui m'ont été donnés, donc c'est pas encore tout à fait assez pour faire des stats. Mais par contre, dans ces 191, il y en avait 132 de ces mauvais diagnostics qui étaient pour des problèmes du système nerveux. Donc vraiment, ça c'est quelque chose où on a du mal à identifier les gens qui ont des problèmes liés au système nerveux. Le système immunitaire, c'était 20 différentes maladies, et des problèmes du squelette, oui, et de la peau, c'était 18 cas. Ce qui est plus intéressant peut-être, c'est qu'en fait pour la fibromyalgie et la fatigue chronique, le syndrome de fatigue chronique, chacun c'était 18% de mauvais diagnostics. Donc c'est-à-dire que si
on voulait bien considérer les gens qui ont la fibromyalgie et la fatigue chronique, voir s'ils ont la maladie de Lyme ou pas. Ça représente 36% des mauvais diagnostics. Moi, je ne peux pas dire que toutes les fatigues chroniques sont des maladies de Lyme ou toutes les fibromyalgies, mais au moins j'ai un chiffre qui montre que là, ça vaut la peine de faire quelque chose. Donc je crois que ça peut aider aussi à avancer sur ce sujet-là, quoi. Les autres conditions qui étaient citées au moins 5 fois, c'était les problèmes de thyroïde, dont Hashimoto, des problèmes de dos, la sclérose en plaques et des symptômes plus généraux comme l'anxiété, le stress et la dépression, mais qui sont forcément plus difficiles à analyser. Alors, une autre question que j'ai posée, et ça c'est tout frais, donc je n'ai pas toujours autant de réponses parce que j'ai rajouté cette question par après. Donc j'ai demandé aux gens ce qu'ils avaient comme maladie chronique. Et donc j'ai le même système, ceux qui n'ont pas été diagnostiqués pour Lyme et à côté ceux qui ont été diagnostiqués pour Lyme, et toute une liste de maladies. Et je pense qu'en faisant ça, je peux aussi aider à mettre le doigt sur certaines maladies chroniques qui sont en fait pas des maladies chroniques autres que la maladie de Lyme. Vous voyez que le syndrome de fatigue chronique revient. Il est aussi beaucoup plus important chez les personnes qui ont Lyme que pas Lyme. Le burn-out, c'est pratiquement 2 fois plus important. Les névralgies, etc. Voilà, il y en a pour lesquels il n'y a pas de différence. Par exemple, le syndrome du canal carpien, ça c'est quelque chose où il n'y a pas de différence. Voilà, c'est des chiffres qui peuvent aider peut-être à orienter quelque chose sur ce sujet. Alors il me reste la conclusion, dans laquelle j'essaie un peu de donner plutôt des idées peut-être un peu plus positives. Enfin, on commence d'abord par la situation actuelle. Donc on a des tiques et de la borréliose qui sont avec nous depuis très longtemps. Depuis... même la personne là qu'on a trouvée dans la glace. Donc voilà, c'est quelque chose qui est avec nous depuis très longtemps. Mais ce qui est différent, c'est que pour des raisons qui ne sont pas claires, les populations de tiques et peut-être de pathogènes ont explosé jusqu'à un niveau épidémique. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais bien sûr, on peut rajouter aussi les autres moyens de transmission. Ça, je n'ai pas de données dessus. Je crois que ça rajoute encore au problème. Alors les systèmes de surveillance, comme je vous ai démontré, pour l'instant ne surveillent rien du tout. Donc on n'a pas vu cette augmentation. Et les mesures de prévention sont trop mauvaises pour l'instant et conduisent à des morsures et des mauvais diagnostics inutiles. Les outils diagnostiques ne sont pas adéquats. Ça, on a discuté. Les docteurs se disputent au sujet des symptômes et des traitements. Il y a plein de gens qui ne sont pas traités. Alors moi, je crois qu'il y a aussi plus que 15 000 cas, dans le sens que ce nombre a augmenté de 50% aux Pays-Bas depuis les 5 dernières années. Donc maintenant, ils sont à 30 000 cas. Et donc nous, on doit être au moins à 20 000 cas. Et en plus, aux Pays-Bas, les médecins ont vraiment une information très précise pour détecter les taches. Et toutes les personnes qui ont une tache vont chez le médecin parce qu'il y a une information du public. Donc, ils capturent vraiment l'information. Chez nous, les gens qui ont une tache ne vont pas chez le médecin pour une tache, surtout si elle s'en va avec une crème. Voilà, on s'en occupe pas, quoi. Voilà, et alors ce qui m'inquiète moi aussi, et donc, mais ça je n'ai pas encore bien investigué, c'est que j'ai lu récemment un article du professeur Zeke, qui est le doyen de la faculté de médecine de l'UCL, qui, dans son article, il expliquait qu'en fait, quand une maman était activement infectée, il y avait une transmission à l'enfant qui allait jusqu'à 75%. Et donc, ça cause des problèmes dans 75% des cas. Parfois, c'est juste la mort du fœtus. Et donc, ça fait une fausse couche. Et donc, on ne se pose pas toujours la question quand il y a une fausse couche. Après, ça peut être des problèmes à l'enfant nouveau-né. Et là, il y en a toute une liste que moi, personnellement, je n'investigue pas, mais qui sont des problèmes mentaux, qui peuvent être des problèmes d'autisme ou des problèmes de cœur, etc., quoi. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose d'aussi important. Il faudrait vraiment regarder si on a autant de cas et autant de cas pas traités, qu'est-ce qu'on fait avec ce problème, quoi. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles ? C'est qu'il y a des solutions, parce qu'en fait, les maladies à tiques, c'est pas comme une grippe qui vous tombe dessus, on ne sait pas quoi faire. On a plusieurs opportunités d'action. Et donc, moi, je vais vous parler juste des opportunités qui sont liées plus aux tiques. C'est qu'on peut réduire le contact entre les hommes et les tiques, et réduire aussi la quantité de tiques.
L'erreur, c'est de minimiser le problème, parce que ça, c'est la pire option. Ça fait la situation catastrophique qu'on a maintenant. Donc pour moi, vraiment, il faut arrêter de faire l'autruche sur le sujet et vraiment faire quelque chose, quoi. Et vérifier, regardez ce qu'ils font juste aux Pays-Bas, en fait. Ils nous montrent vraiment la voie pour pas mal de choses. Donc la première chose, c'est réduire les populations de tiques, parce que en fait, c'est une abondance qui n'est pas naturelle. C'était pas comme ça avant. Donc voilà, agir là-dessus, c'est pas comme faire une atteinte à la biodiversité, c'est vraiment agir sur un problème. En plus, c'est un problème pour la faune sauvage aussi, parce que ça a une action néfaste sur la reproduction des faisans, sur la santé des merles et des rouges-gorges. Donc voilà, je veux dire, c'est un problème pas que pour nous. Ça transmet des maladies aussi aux animaux domestiques, aux vaches, etc. Voilà, donc la priorité pour moi, la chose qu'on doit faire maintenant et qu'en fait tout le monde peut aussi faire chez lui, c'est réduire la présence des tiques dans les zones où on a un grand contact avec les hommes. Et donc on sait que 37% des morsures se passent dans les jardins, les écoles et les zones de récréation pour les enfants, récréatives pour les enfants. Il y a une dame qui m'expliquait que chez elle, dans le Brabant wallon, ses enfants se faisaient mordre 4 fois par mois dans son jardin. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle fait cette dame? Et donc l'idée, c'est qu'en faisant la gestion plus ou moins de l'environnement, il y a moyen vraiment de réduire la quantité de tiques dans des surfaces limitées. Donc en coupant l'herbe très, très, très court, en faisant des zones sèches entre les zones de forêt et les jardins, en empêchant l'accès aux grands mammifères qui portent beaucoup de tiques, donc vraiment clôturer pour qu'il n'y ait pas de passage de cerfs, de sangliers ou que sais-je. Traiter les animaux domestiques pour les tiques, comme ça si votre chien en a ramassé, il ne va pas venir les mettre dans le jardin. Et en fait, comment savoir s'il y en a? C'est en passant finalement un drap sur le sol, il y a moyen au moins de voir s'il y en a énormément ou pas.